Bonjour, mon nom est Frank Hag et je vous présente des possibilités et des options de gestion concernant des pollutions au PFAS en environnement et en santé publique. Et ça reprend des détails du guide de gestion des PFAS en 14 chapitres et fiches de la SFSE, la Société francophone santé et environnement. En même temps que je suis directeur de la société HPC International, et je travaille aussi en titre expert judiciaire assermenté et je participais au guide Interpol Pollution Crimes Investigation Forensic Manual. HPC International, c'est une société qui est spécialisée en santé et environnement, et notamment dans la gestion de pollution en Europe, mais aussi en international. Et nous avons aussi des partenaires d'une société joint venture au niveau international pour faire le même travail. Nous sommes spécialisés surtout en ce qui concerne des études de risques toxicologiques et des polluants spéciaux. Ça a commencé avec les polluants de la chimie militaire et des polluants spéciaux, donc des PFAS font partie, et des traitements in situ, notamment microbiologiques, bactériologiques et biochimiques. Donc, la gestion des PFAS comprend plusieurs sujets. C'est un sujet qui est fortement dans la presse, qui est fortement médiatisé et qui a aussi comme effet des prises en charge et des actions du gouvernement en France, mais aussi de la communauté européenne, notamment en France avec un plan d'action interministériel sur les PFAS depuis avril 2024. Et je vais vous donc montrer un peu de quoi il s'agit concernant les PFAS, quels sont les risques, quels sont les remèdes potentiels et comment on peut gérer tout ça. Je commence avec une description du polluant et il faut dire que il faut faire un peu le ménage avec la nomenclature de PFAS et la terminologie. On fait qu'il existe deux grands groupes de PFAS, des PFAS polymères et des PFAS monomères. Des PFAS polymères, c'est des plastiques qui sont inertes, qui n'ont pas de réactivité chimique, qui n'ont pas de mobilité environnementale, à part faire partie aussi de micro et nanoplastiques peut-être, mais par contre, dans le monde des plastiques, des fluopolymères, donc des PFAS polymères, font environ 0,2% partie des plastiques. Il n'y a pas de solubilité pour les polymères et dans la chimie environnementale, ils sont très inertes. Ils ne sont pas bioaccumulables, ils sont quasiment pas toxiques parce qu'ils n'ont pas d'effet biochimique. Des analogues chimiques, on peut le comparer avec le PVC, le plastique PVC. Et leur importance dans la société est très importante parce qu'ils sont fortement utilisés pour les équipements médicaux, électroniques. Dans l'industrie aérospatiale, voitures, batteries, sécurité chimique, sécurité électrique, des câbles qui n'ont pas droit de brûler, comme dans les avions, par exemple, sont en fluoropolymère, polymère PFAS, mais aussi en sécurité électronique pour la production des semi-conducteurs, etc. Les monomères, par contre, des molécules individuelles qui ne sont pas polymérisées en grande chaîne vers les plastiques, eux, c'est différent. Comme pour le plastique PVC, le monomère, le chlorure de vinyle, a une mobilité importante en environnement et une toxicité importante. Eux, par contre, les PFAS monomères ont une forte réactivité, ils sont fortement solubles, ils ont une disponibilité biologique
Ils sont actifs dans la chimie environnementale, ils font la bioaccumulation, ils ont une toxicité et écotoxicité, et leur importance dans la société est moins importante. Par contre, ils sont utilisés pour fabriquer aussi de fluoropolymères. Aujourd'hui, l'industrie dans les grandes démocraties en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord produisent quand même des polymères plus en plus propres sans trop relarguer, ou quelques-uns même plus du tout, de monomères en environnement avec des eaux usées, etc. et des émissions. Ce qui n'est pas le cas avec certains polymères qui viennent de l'Asie du Sud-Est, Chine, etc., parce que le contrôle de polymères importés est moins fort et on trouve des résidus en monomères toxiques dans ces plastiques, dans ces polymères qui viennent de Chine, par exemple, dans une façon beaucoup plus forte que ce qui est fabriqué, par exemple, en France, en Europe, en Canada, etc. Et donc, cette différence, elle est très importante et il faut dire qu'en point de vue produits polymères, nous avons aujourd'hui environ 150 000 qui sont indispensables en médecine et en industrie et dans la vie quotidienne. Et si on veut le tous interdire, ça nous amènera vers les années 1930. Il faut être très clair. Donc, par la suite, on va parler surtout de monomères, des fluoroalkyles, substances polyfluorées et perfluorées, monomères, qui ont des toxicités et des effets relativement différents. Déjà dans la chimie, il y a des non-ioniques, il y a des anioniques, il y a des cationiques avec une réactivité très différente en environnement et en biochimie. Il y a plusieurs catégories des acides perfluoroalkyliques, comme des acides carboxyliques, par exemple, des acides sulfoniques. Il y a 33 familles de PFAS, quelques-uns qui sont très importantes, qui sont des perfluorés, d'autres qui sont des polyfluorés. Et pour le dire tout de suite, les polyfluorés, ils sont biotransformés par des bactéries vers des perfluorés et des perfluorés sont totalement stables et qui se dégradent plus. Et c'est pour ça qu'on les appelle aussi des polluants éternels. En total, il existe environ entre 9 et 12 000 et certaines études en Suède parlent même de 15 000 substances individuelles. Donc, c'est un grand sujet. Les sources de pollution de PFAS sont multiples. Une très grande source de pollution, c'est les anciennes mousses anti-incendie, parce qu'ils ont un effet anti-incendie contre des flammes, mais aussi utilisés comme retardateurs de flammes. Dans l'imprégnation des textiles, du papier, du carton, des emballages, les fluoropolymères comme le Teflon, dans les objets du quotidien comme des poêles, etc., mais qui n'ont pas vraiment la toxicité du tout des monomères. Dans les peintures, des encres, des lacs, certaines huiles, des huiles hydrauliques, la production électronique pour les semi-conducteurs, par exemple, mais aussi dans toute l'industrie automotive, voiture et aérospatiale. Et donc, sur des aéroports, nous avons très vite des pollutions PFAS par l'ancienne utilisation et entraînement anti-incendie avec des mousses. Et là, un exemple, une photo de l'ancien aérodrome de l'OTAN, le plus grand en Europe, en Allemagne, où pendant 65 ans, 4 fois par an, il y a eu un entraînement anti-incendie avec un tapis de mousse de 1,20 m de hauteur sur 4,5 hectares. Donc, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol, dans le sol et dans les eaux souterraines. Et tout incendie où il y a eu une utilisation de mousse. Et il faut dire que aujourd'hui, il y a pas mal de polémiques et de semi-vérités dans la presse. Par exemple, actuellement, au sud de Lyon, on épingle toujours les mêmes deux sociétés concernant la pollution de PFAS, mais on a éclipsé qu'il y a aussi d'autres sources de pollution ici dans ce cas-là.
Juste à côté, l'autre côté du Rhône, par exemple, il y a eu un incendie en 1987, un dépôt pétrolier du port Édouard Herriot, avec une utilisation de volumes de mousse anti-incendie gigantesques. La pollution montre des concentrations jusqu'à 80 fois supérieures par rapport à la pollution de deux industriels qu'on parle dans la presse. Seulement, ce sujet n'est pas encore vraiment bien investigué, donc on parle très peu. Et nous, nos recherches ont trouvé que dans toute la vallée du Rhône, il y a au moins une quarantaine d'autres sources de pollution PFAS. Et si on fait une étude historique, on peut arriver jusqu'à 230 sources de pollution potentielle de PFAS en plus. Donc le sujet n'est pas facile et des panaches de pollution en environnement sont souvent à l'origine de multisources. Donc il faut dire que par exemple, le premier scandale de PFAS en Allemagne, c'était pas des sites industriels, c'était des sites agricoles. Parce qu'ils ont réalisé l'épandage de boues de stations d'épuration, de boues de steppe, où il y a eu un traitement des eaux usées de l'industrie de papier et plus des eaux usées domestiques des villes. Suite à l'épandage de ces boues sur les terrains agricoles, on a trouvé des PFAS dans des concentrations faramineuses dans les aliments et notamment dans les céréales, jusqu'à dépassement de plusieurs milligrammes par kilogramme pour des polluants qui se mesurent en nanogrammes par kilogramme. Donc, depuis 2023, il est connu qu'il existe des milliers de sites pollués au PFAS en Europe, y compris en France. Et déjà en 2022, à la SFSE, nous avons commencé de travailler sur un guide de gestion de PFAS avec 14 chapitres que vous voyez ici, et notamment un chapitre numéro 9 concernant la toxicité et 10 concernant l'évaluation des risques sanitaires et toxicologiques, et plus de méthodes de traitement des sols, des eaux et de l'air. La chimie environnementale, elle est extrêmement importante parce que aucun autre groupe de polluants se comporte comme des PFAS. Déjà, des PFAS font quelque chose qui n'est pas vraiment connu avec d'autres polluants parce que d'autres polluants, soit ils sont très solubles, donc hydrophiles, ou ils sont bioaccumulables, donc lipophiles, avec une accumulation dans les matières grasses. Ce qui n'est pas le cas des PFAS. Les PFAS, ils font les deux. Ils sont très solubles et bioaccumulables quand même, mais la bioaccumulabilité n'est pas basée sur des matières grasses, mais plutôt là où il y a des activités hormonales. C'est là ils s'accumulent. Donc, les testicules, des seins, des reins, le foie, etc. Une particularité très importante est qu'une grande partie des PFAS sont des PFAS polyfluorés, où il reste des atomes d'hydrogène dans la molécule. Ils ont tous plus ou moins rapidement biotransformé par des bactéries vers des PFAS perfluorés, où il n'y a plus aucun atome hydrogène qui reste dans la chaîne moléculaire. Ils sont tous remplacés par des atomes de fluor. Et avec ça, il devient extrêmement stable et éternel. Dans la chaîne de biotransformation, on peut avoir, par exemple, de polyfluorés. Là, vous voyez, par exemple, 6,2-FTAB ou des MPAP, de polyfluorés, des acides phosphoriques polyfluorés, comme dans certaines mousses anti-incendie, qui peuvent se biotransformer vers des substances volatiles qui sont des fluorotélomères alcool, en d'autres, et qui sont transformés encore, biotransformés encore, vers des perfluorés stables, comme des acides carboxyliques perfluorés. Et si nous avons des anciens produits avec le 8,2-FTOH, on peut même avoir à la fin le PFOA qui est connu comme son effet cancérigène. Là, quelques exemples de chaînes de biotransformation
6,2-FTAB, typiquement mousse anti-incendie, en d'autres, parce que ce sont des grands mélanges et c'est seulement une molécule, mais qui peut être fortement présente via le 6,2-FTS, par exemple. Ce sont des sulfobétaïnes biotransformées vers le fluorothalomère alcool, le 6,2, et biotransformées après vers des PFAS perfluorés. Par exemple, le perfluoroacide butyrique ou pentanonique ou hexanonique qu'on trouve dans l'environnement. Donc, ça veut dire que même si des perfluorés ne sont pas utilisés dans un mélange, ils ont un produit de la biotransformation bactériologique en environnement. Et après, ils sont stables et quasiment éternels. Un autre exemple, le 8,2-FTOH, fluorothalomère alcool, avec à la fin de la chaîne de biotransformation, entre autres le PFOA, qui est réputé et interdit avec la Convention de Stockholm depuis 2009. Et d'autres effets, et là, ce n'est pas la biotransformation bactériologique, là, c'est la photolyse. Et nous avons surtout une photolyse dans les rivières et ceux des sols superficiels. Et là, nous avons certaines PFAS qui peuvent être transformées vers le TFA, qui est assez souvent dans la presse les derniers mois parce qu'on le trouve dans toutes les rivières et tous les lacs, parce que c'est un produit de phytolyse de PFAS de chaînes de molécules plus courtes. Et même certains d'autres produits qui sont peut-être des PFAS selon la définition de l'OECD, parce qu'ils comportent un groupe CF3, mais qui ne sont pas vraiment des PFAS dans la définition normale des alkyles substances, peuvent se transformer par photolyse en TFA. Et donc, ce n'est pas des PFAS classiques qui peuvent être uniquement à l'origine de la formation du TFA en environnement. Un autre exemple, le Edfosa, qui est un produit typique, par exemple dans Scotch Ban FC 807, produit d'imprégnation de papier dans la papeterie, des productions de papier différentes, même de carton, et donc qui peut se transformer, biotransformer vers le PFOS à la fin. Et le PFOS est aussi une substance cancérigène qui était aussi interdite en 2009 par la Convention de Stockholm comme substance extrêmement persistante, donc faisant partie de POP, Persistent Organic Pollutants. Il existe d'autres polluants volatiles. Donc, si on parle de polluants volatiles, de PFAS volatiles, nous avons automatiquement aussi un sujet concernant des gaz du sol et de l'air ambiant et des émissions. Un autre élément qui est extrêmement important dans la chimie environnementale des PFAS, c'est leur réactivité par rapport au changement du contexte hydrochimique et pédochimique dans le sol. Nous avons trouvé ça la première fois pendant des études sur des sites portuaires, raffineries et d'autres, où il y a eu des entraînements anti-incendie avec des mousses anti-incendie, où nous avons eu une pollution avec le 6,2-FTAB et le 6,2-FTS, et que, en grand marais et intrusion d'eau de mer dans l'aquifère, dans les eaux souterraines, nous avons de légers changements de pH parce que l'eau de mer est alcalin. Et ces légers changements de pH, légèrement acide vers légèrement basique, peut augmenter un facteur 12 à 15 la solubilité et augmenter la pollution sur un coup dans les eaux souterraines et provoquer aussi la désorption sur les matières et du sol des minéraux argileux, le carbone organique, etc. Donc, ça sont des effets qui s'ajoutent à la biotransformation de polyfluoré vers le perfluoré. La toxicologie et l'écotoxicologie. Ils sont surtout connus comme perturbateurs endocriniens.
Et l'effet cancérigène pour le PFOA et pour le PFOS ont été constatés d'abord dans les testicules. Et après, aussi en cas de co-exposition du PFOA et du PFOS dans les seins, parce que ça provoque une suppression de l'apoptose dans les cellules épithéliales des seins des femmes. Et la suppression d'apoptose veut dire que le blocage de 5 mécanismes biochimiques de l'autodestruction des cellules mutantes. Une cellule cancéreuse est une cellule mutante. C'est l'effet principal. La tératogénicité, donc sur le fœtus, notamment avec des retards de croissance de certains organes, immunotoxicité, neurotoxicité, etc. Donc, il y a plusieurs effets qui se superposent en même temps. Et les effets chez les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes parce que très souvent, des PFAS, ils font une sorte de simulation des oestrogènes qui peut participer au phénomène qu'on observe plus en plus chez des jeunes filles et des jeunes garçons, que des jeunes filles peuvent avoir des seins à partir de 5 ans, jeune âge, et des jeunes garçons peuvent être féminisés avec le développement de leurs organes génitaux, par exemple. Des études toxicologiques existent surtout concernant certaines perfluorés qu'on voit ici, avec des effets différents entre la hépatotoxicité sur le foie, qui est toujours mise en avant, jusqu'à la neurotoxicité, où là où il y a moins de substances avec des effets. Le plus de substances ont un effet hépatotoxique. Bioaccumulation et biomonitoring chez l'humain. Déjà en 2015, le Bureau fédéral de la santé allemand a constaté qu'il y a des concentrations en PFAS dans le sang humain assez choquantes. Et si on fait des analyses aujourd'hui, on trouve quasiment chez tout le monde la présence de PFAS. En ce qui concerne des valeurs toxicologiques de référence, il y a eu déjà une publication en 2017 par ANSES en France. Et ces valeurs sont aujourd'hui obsolètes et remplacées par des valeurs plus récentes parce que la recherche toxicologique sur les PFAS elle est galopante. Et nous avons aujourd'hui environ 70 000 publications scientifiques sur les PFAS. Le développement de VTR était aussi impressionnant. Par exemple, en 2008, EFSA, European Food Safety Authority, a publié par exemple une valeur toxicologique de référence pour le PFOA de 10 500 nanogrammes polluants par kilogramme poids corporel par semaine. En 2018, on est arrivé à 6 nanogrammes par kilogramme par semaine. Et en 2020, avec quatre autres substances en ensemble, à 4,4 nanogrammes par semaine. Et aux États-Unis, on est arrivé maintenant à 0,0015 nanogrammes par kilogramme par jour. Et en 2024, donc il y a quelques mois, il y a eu encore une publication qui a confirmé plutôt ces valeurs bas. Donc, ça veut dire qu'on est en plein d'avancement de recherche toxicologique, mais ces valeurs toxicologiques, il faut les appliquer dans une façon intelligente dans les évaluations des risques pour avoir toute la clarté et transparence concernant des mesures de gestion à prendre. Une autre alternative concernant des VTR, des valeurs toxicologiques de référence, provient des Pays-Bas, qui ont établi des facteurs d'équivalence de toxicité, comme pour le dioxine, à partir du tétrachlorodibenzopyradioxine, et pour le PFAS, à partir du PFOA, qui a un relatif potency factor, une équivalence de toxicité de 1, et les autres sont mesurés par rapport au PFOA,
avec des facteurs d'équivalence de toxicité exprimés en APF, Relative Potency Factors. Et ces propositions étaient prises en Suisse et qui ont complété avec d'autres facteurs de toxicité équivalence. Et par contre, dans le guide et la SFSE, on ne recommande pas forcément ou on ne recommande pas d'utiliser ces facteurs d'équivalence de toxicité parce que ces facteurs sont basés uniquement sur la hépatotoxicité pour le foie. Et donc, le risque existe que ça soit appliqué aussi pour d'autres toxicités, comme la cancérogénicité, par exemple, et ce n'est pas fait pour ça. Ces facteurs, ils étaient faits uniquement pour la hépatotoxicité. Donc, si on regarde un peu le VTR des valeurs toxicologiques de référence que nous avons, donc nous avons des VTR pour une exposition, un risque avec un seuil, donc tout ce qui est non génotoxique, non cancérigène notamment, où il faut dépasser une dose d'exposition avant un risque pour arriver. Et nous avons des VTR avec sans seuil de dose où nous avons avec chaque exposition une augmentation du risque statistique de cancer. Ça veut dire que c'est une dose puissance moins 1. Ça veut dire qu'un risque, par exemple, de cancer de 10 puissance moins 5 par dose. Des plus de valeurs toxicologiques de référence aujourd'hui, il provient surtout de Michigan, de Texas et de New Jersey. Et pourquoi? Parce qu'en Michigan, il y a pas mal d'industries chimiques, donc ils sont assez imprégnés par les pollutions PFAS et l'administration est obligée d'avoir des mesures de gestion. En Texas, à cause de l'industrie du pétrole, qui ont beaucoup d'applications de mousse anti-incendie, et donc aussi une forte pollution des eaux souterraines, etc., et besoin pour l'administration d'agir. Et New Jersey, parce qu'à New Jersey, il y a toutes les décharges, des grandes décharges industrielles de la mégalopole de New York. Et donc, ce qui est publié aujourd'hui par la US EPA provient surtout de ces EPA et des États de Michigan, Texas et New Jersey, et un peu aussi de Californie. Sinon, il existe d'autres au niveau européen, en Allemagne, en France, en Suède, en Danemark, etc., qui ont été publiés. Et ne pas oublier des toxicity equivalence factors de Pays-Bas et en Suisse. Pour le bon choix des VTR, il faut dire qu'on puisse avoir plusieurs valeurs toxicologiques de référence pour les évaluations des risques différentes pour une substance. Nous recommandons aussi dans le guide de la SFSE des critères de choix qui sont des critères strictement scientifiques. On ne préfère pas une VTR parce elle est américaine ou française ou canadienne. On choisit avec des critères de choix scientifiques. Sur la base de l'appréciation de la qualité des études toxicologiques, et la base des études de principe, est-ce que c'était des études subchroniques, chroniques, sur quelle durée, sur quelle espèce, quelle est la qualité du point of departure? Est-ce que nous avons une courbe des effets ou seulement un point qui indique une LOAL ou une NOAL? Tout ça sont des facteurs, des critères de choix très importants. Le contexte réglementaire et valeurs limites, je vais me concentrer principalement sur des valeurs limites parce que faire un résumé sur toute la réglementation en France et en Europe et dans le monde, ça prendra 3 heures de plus. On ne peut pas faire ça maintenant, mais on peut me contacter pour avoir plus d'informations. Donc, au niveau l'Europe, c'est surtout la EFSA, European Food Safety Authority, et ECHA, qui sont des auteurs des guides et des valeurs. Et notamment, il y a eu une publication en 2020 concernant une dose hebdomadaire tolérable de 4,4 nanogrammes par kilogramme par semaine ou 0,62 nanogrammes par kilogramme poids corporel par jour pour 5 PFAS en ensemble.
Et après, au niveau international, il faut dire que, il y a aussi des publications qui ont été faites, notamment aux États-Unis, concernant les eau potable et qui amènent pour le PFOA, par exemple, à 4 nanogrammes par litre. Il y a d'autres valeurs en France différentes pour les déchets, pour les eaux, pour l'eau potable, pour les aliments. Chez les voisins, en Allemagne et en Suisse, pareil. Le 1er janvier 2023, il y a une publication, une transposition en droit français d'une directive européenne concernant les valeurs limites dans les aliments. Et on voit tout de suite, il y a certains aliments où on accepte beaucoup plus de PFAS dans certains poissons, par exemple, qui montrent immédiatement comment aujourd'hui on ne peut plus faire autrement parce que la bioaccumulation dans les organismes marins est des poissons tellement avancés qu'il faut limiter à un très haut niveau. En Allemagne, il existe aussi des valeurs limites, pas seulement pour l'eau potable, mais aussi pour les eaux souterraines, parce que la philosophie est que toutes les ressources d'eau souterraines sont en principe susceptibles d'être utilisées comme ressources pour la production d'eau potable. Dans les investigations concernant des sondages et analyses des sols et des forages et piézomètres de puits d'observation des eaux souterraines, il y a certaines règles standards et normes applicables pour les analyses, mais aussi pour le prélèvement. Par exemple, on n'utilise pas dans un milieu de pollution croisée, PFAS, solvant chloré, par exemple, des matériaux à la base de PFAS pour ne pas aggraver la situation avec une co-contamination des échantillons qui viennent de l'équipement. Et ne pas oublier qu'il faut plus en plus chercher dans les gaz du sol aussi des polluants PFAS volatiles comme le fluorothalonil. Et dans les airs ambiantes, actuellement, il y a des actions en cours pour vérifier, par exemple, ces gaz du sol et de l'air ambiant dans les crèches et les écoles de plusieurs grandes villes, comme à Lyon, par exemple. Nous recommandons une liste de 66 PFAS à analyser, plus 4 ultra-shorts, ça fait 70. Et pourquoi? Parce que nous avons besoin de ces paramètres, ces molécules individuelles, pour aller plus loin dans les investigations, dans l'identification et la différenciation de sources de pollution dans le grand panache de pollution des eaux souterraines, par exemple. C'est pour ça que nous avons là-dedans aussi des paramètres, par exemple comme le PFOS ramifié et linéaire, des molécules qui sont dans une seule ligne ou des molécules qui ont des petites branches, mais qui sont chimiquement la même molécule avec le même numéro CAS d'identification, mais sont quand même des isomères différentes et qui nous aident à faire la datation aussi des sources de pollution que nous avons besoin à faire pour identifier des responsabilités, des sources différentes de pollution, ce qui nous demande plus en plus l'administration, les assureurs et les industriels, parce que chaque fois que nous faisons ces vérifications, on trouve quasiment toujours plusieurs sources de pollution, et ce qui est aussi demandé plus en plus pour des expertises judiciaires. Certaines-unes de ces molécules sont très spécifiques à des produits, par exemple des huiles hydrauliques, et ça va nous poursuivre encore, et notamment concernant la multitude de ces polluants, de ces molécules individuelles. Et là, il y a un outil de chimie analytique qui nous aide, qui s'appelle le TOP-assay, qui peut renforcer cette biotransformation de polyfluoré vers le perfluoré pour le faire sur un coup avec une oxydation par le persulfate. Et là, on peut réunir tous ces milliers de polyfluorés sous leur forme finale de perfluoré. Parce qu'ils ont tous dégradé toujours vers le même bouquet de perfluoré
Regardez là, par exemple, le 6,2 FTS, ça se transforme toujours vers le même pourcentage PFBA, PFPA, perfluoracide hexanonique, etc. Applicable, par exemple, pour de grands panaches de pollution pour savoir où provient des sources de pollution différentes. C'est pour ça que nous avons créé un outil qui s'appelle MVA, Multivector Analyse, sur base d'intelligence artificielle. Cette mise en place dans un partenariat avec la Sorbonne, unité intelligence artificielle, une société suisse, Battelle en États-Unis, et avec une task force de chimistes en environnement et de mathématiciens pour créer des logiciels et des algorithmes spécialement pour ces PFAS. Premier objectif est d'identifier est-ce qu'il s'agit de mousse anti-incendie ou autre chose. Est-ce que c'est une pollution, une source qui provient d'une décharge ou de la production de polymères ou de textiles ou de papier ou d'une station d'épuration ou l'application de boue d'une station d'épuration. Est-ce que ça provient de mousse de la galvanisation, par exemple? Donc, les sources pourront être multiples. Donc, la première tâche là-dedans est par exemple de créer des clusters, c'est-à-dire des distributions de PFAS qui se ressemblent et qui sont dépendantes d'une même source de pollution. Là, par exemple, avec l'ONU, on peut déjà voir qu'il y a au moins deux ou trois un cluster qui est clairement différenciable. Et pour les autres, il faut déjà regarder beaucoup plus. Et il y a une limite où on peut identifier ça avec l'œil nu. Et c'est pour ça qu'il faut un outil comme MVA se base intelligence artificielle pour faire tous les calculs statistiques qu'il faut. Et le clustering, c'est vraiment une différenciation des sources de pollution sur une base de machine learning, d'un auto-apprentissage de logiciels. Et par exemple, ici, une grande panache de pollution dans les eaux souterraines où l'administration a pensé qu'il y a deux responsables et en vérité, on a trouvé qu'il y a six sources totalement différentes de pollution. Donc, première approche, très très simple, la distribution entre des acides carboxyliques, et des acides sulfoniques et des PFAS polyfluorés. Et là, on peut profiter des expériences de la NSA, la National Academy of Science des États-Unis, qui ont travaillé sur plus que 800 000 analyses chimiques de PFAS pour identifier des empreintes classiques statistiques des aéroports, des sites industriels de production, de galvanisation comme la chromatation, des stations d'épuration, de décharge et des sites avec utilisation et ancienne utilisation de détergents. Parce qu'il ne faut pas oublier, les PFAS à l'origine, ils s'appelaient des tensioactifs fluorés parce qu'ils étaient utilisés aussi dans les produits de nettoyage. Et donc, plus on va aller dans les détails, statistiques, etc., plus qu'on peut identifier des empreintes pour ces activités différentes et même pour certains produits commerciaux qu'on pourrait identifier avec cette approche MVA. Et donc, là, vous voyez beaucoup plus de détails encore pour chaque utilisation et avec des relations des molécules entre elles, on peut créer des empreintes tube radar très typiques, même pour des produits commerciaux, pour identifier dans une source de pollution des produits commerciaux, même historiques, hein, qui ont leur empreinte comme on le voit ici, par exemple. Et dans certains cas, on peut appliquer aussi des analyses des isotopes stables, notamment d'oxygène, d'azote et du carbone, très typiques pour certaines sources de pollution. Et si on applique tous ces outils, on peut identifier et différencier des sources de pollution. Là, un exemple, un panache de pollution dans les eaux souterraines de PFAS, où on considérait avant qu'il existe deux sources de pollution.
Et après, l'application de la MVA, multivecteur analyse, se base intelligence artificielle et on trouve ça. Donc, une origine multiple de mousse anti-incendie, de galvanisation, il y a même une petite décharge et l'application de surfactants différents. Avec des responsables, donc de sources responsables, de responsables, personnes morales, d'entreprises ou d'autres, parce que la décharge appartenait pas à une entreprise, elle appartenait à la ville. Pour ces pollutions, ça veut dire que automatiquement, ça peut amener à un cost sharing, un partage de coûts de gestion ou voire même de dépollution. Et ça rendra le traitement nécessaire beaucoup plus faisable financièrement aussi. Donc, pour appliquer cette multivecteur analyse, il faut prendre en compte tous ces paramètres les analyses sur des polluants linéaires, molécules linéaires, ramifiées, etc., pour l'identification, pour la datation. Est-ce que des PFAS ils étaient fabriqués avec la fluotélomérisation ou fabriqués avec l'électrolyse? Ça, on voit avec la structure de molécules et qui peut nous aider pour la datation de quelle époque date une source de pollution de PFAS, par exemple plus l'identification des activités et éventuellement même des produits commerciaux. Maintenant, on passe à l'évaluation des risques. Donc, pour faire les évaluations des risques, il faut commencer très classiquement avec une définition de scénario d'exposition. Par exemple, ici, résidentiel avec jardin potager, où on a tout de voies d'exposition applicables, une présence des enfants, une inhalation de l'air ambiant intérieur, extérieur, de poussière, éventuellement des conduites d'eau potable qui sont impactées parce qu'ils sont dans le sol pollué. Une utilisation des eaux souterraines, par exemple en arrosage, irrigation dans les jardins pour la production, autoproduction des aliments, etc. Et donc, pour chaque scénario d'utilisation, il y a un scénario d'exposition avec ces voies d'exposition spécifiques qu'il faudra quantifier. Comme on voit ici, nous avons l'inhalation, respiration de vapeur gaz du sol, d'air ambiant, intérieur, extérieur, respiration de poussière, respiration de la vapeur contaminée pendant la douche ou un bain chaud pour des polluants PFAS volatiles, si nous avons une intrusion de polluants dans les conduites d'eau potable qui se trouvent dans une zone polluée en sous-sol. Oral, ingestion passive ou active, passive de poussière en provenance de sols pollués ou active des enfants qui sont quasiment à quatre pattes sur le sol nu et qui se lèchent les doigts après et des mains. Les aliments autoproduits, ingestion ou contaminée, même s'ils n'ont pas autoproduit, ingestion de l'eau contaminée, pareil, si ça provient d'une conduite d'eau potable contaminée. Et dermal, contact direct du sol pollué sur une superficie de peau en hiver et en été. En été, on peut porter des shorts avec des jambes nues, etc. Et contact cutané, douche ou bain. Et contact cutané, s'il y a un bain dans les eaux superficielles polluées qui existent dans la zone d'exposition. Avec ça, nous avons des doses journalières d'exposition en milligrammes par kilogramme poids corporel par jour pour chacune de ces voies d'exposition, inhalation orale, ingestion et dermal contact cutané. Donc maintenant la question, mais comment on va évaluer tous ces milliers de substances? Je reviens au top essai. Donc, on va analyser un minimum tous les PFAS perfluorés relevants et qui sont principalement des acides carboxyliques perfluorés et des acides sulfoniques perfluorés et qui ne sont pas aussi nombreux que ça. Et dans la liste de ces 66 PFAS ou 70, ils ont tous dedans, plus quelques polyfluorés qui ne se dégradent pas
pas aussi vite comme le 6,2-FTAB, par exemple. Mais tous les autres des milliers qui se transforment de toute façon au fur et à mesure vers des perfluorés, on peut renforcer leur biotransformation vers des perfluorés sur un coup pour arriver au risque toxicologique final suite à ces biotransformations. Parce que le top essai, via l'oxydation par le persulfate, le fait sur un coup. Et donc, nous avons toujours la même distribution, soit avec la biotransformation naturelle ou par le top essai, pour le prendre en compte dans les études de risque. Tous, même des milliers de substances. Si on ne fait pas ça, on analyse seulement un certain limite, un certain nombre limite de PFAS. On analyse uniquement le pic de l'iceberg de la présence de PFAS parce qu'on n'a aucune information sur les autres. Parce que ces autres PFAS sont non analysés, surtout les précurseurs polyfluorés. Si on fait le top essai, la plus grande partie est prise en compte avec la transformation vers des acides, vers des PFAS perfluorés. Et ça peut être assez frappant. Par exemple, si nous avons un échantillon des eaux souterraines, on a trouvé un TOF, un total organofluorine, ça veut dire que le total de tous les organofluorés, là autour de 80 microgrammes par litre, et le PFAS 20, ce qu'on analyse normalement pour l'eau potable, trouve seulement 4,7 microgrammes par litre. Il y a un problème parce qu'on n'a pas tout vu. Et après le top essai, si on refait la même analyse, ben, on trouve presque la totalité tout de suite. Donc, ça montre l'utilité et l'importance de cette approche des analyses avant et après le top essai. Une fois nous avons quantifié des concentrations dans le média d'exposition, on peut lancer donc la quantification de doses journaliers d'exposition en milligrammes polluants par kilogramme poids corporel par jour et pas aller trop dans la mathématique, mais si on a compris ça une fois, c'est pour toute la vie. Nous avons d'abord une concentration de polluants dans le médium, le CM, par exemple la concentration de PFAS dans l'eau potable ou dans un aliment ou dans une poussière qui est avalée passivement ou un sol qui est avalé par des petits-enfants en train de jouer. Il y a une quantité ingérée des aliments, ou par exemple 10 grammes de sol par un tout petit enfant qui joue dans le jardin. Poids corporel, en kilogrammes, les adultes, par exemple, 70 ou 75 kilogrammes en moyenne, ou moins pour des adolescents, ou pour des petits-enfants dans un sens toxicologique jusqu'à 15 kilogrammes poids corporel. Il y a un facteur d'absorption, si on le connaît, on l'applique. Si on sait que seulement 30% d'un polluant est vraiment absorbé dans l'intérieur du corps pour l'exposition interne, dans ce cas-là, c'est 30% ou un facteur 0,3. Si on ne sait pas, on prend en compte 100%, un facteur 1. Et le reste, ce n'est rien d'autre que le budget espace-temps. Combien d'heures par jour dans le milieu d'exposition ou sur le site avec son scénario d'exposition? Combien de jours par an et combien d'années par la vie? Et pour l'inhalation, c'est la même chose. Il y a une concentration dans l'air, une quantité d'inhalation. Normalement, on prend en compte 20 mètres cubes inhalés par jour, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus en détail selon la présence des hommes, des femmes, des enfants, selon l'âge, selon l'activité, en repos, en sport, etc., pour lesquels nous avons des valeurs de taux d'inhalation en mètres cubes par jour. Et les contacts cutanés, on peut prendre en compte des superficies de la peau exposées, par exemple, en hiver, les mains, le visage, en été, des jambes et presque tout le bras, etc. Tout ça, c'est possible et nous avons une concentration dans le sol et une fraction de sol pollué dans la poussière qui se colle sur la peau. Et après, tout le reste, c'est la même chose. Et ça nous amène à une dose journalière d'exposition totale
qui est égale à celle d'ingestion, plus par inhalation, plus par contact cutané, mais on les quantifie quand même individuellement parce que quelquefois les risques sont différents. Pour l'évaluation des risques, il nous faut maintenant donc en plus prendre de VTR, des valeurs toxicologiques de référence, comme le DJT. Nous avons des doses journalières d'exposition en milligrammes par kilogramme par jour et la DJT, c'est la dose journalière tolérable en milligrammes par kilogramme par jour. Et donc, la dose journalière d'exposition en milligrammes par kilogramme par jour ne peut pas être supérieure par rapport à la dose journalière tolérable. Sinon, le coefficient de risque ou de danger est supérieur à 1. Si on ne veut pas de risque inacceptable, ce quotient va être inférieur à 1. S'il est supérieur à 1, nous avons un problème d'un risque. En ce qui concerne, ça sont des risques avec le seuil, avec ce seuil de la dose journalière tolérable de risque, des effets à seuil. Pour les risques sans seuil de dose, donc tout ce qui est cancérigène, mutagène, tératogène pour le fœtus, la dose journalière d'exposition, elle est multipliée par un excès de risque unitaire qui est aussi une dose, mais exprimée en 10 puissance moins 1, ça veut dire qu'un risque de 10 puissance moins 5 par une dose. Donc, ça veut dire que si le résultat est inférieur par rapport à 10 puissance moins 5, par rapport à un cas de cancer par 100 000 personnes, le risque est considéré comme acceptable ou tolérable. Si on est supérieur, le risque n'est plus considéré comme tolérable. Et donc, il y a le besoin des actions. Et il faut des actions, changement d'usage, des pollutions, plein de choses sont envisageables. Dans ces cas-là, il faut aussi prendre en compte le cocktail de polluants parce qu'il faut évaluer le cocktail de polluants spécifique sur un site. Et nous avons donc soit une exposition agrégée, qui est une exposition à un polluant individuel, ou nous avons une exposition cumulée, un risque combiné par plusieurs polluants. Et donc, soit nous avons des synergies, une interaction qui montre une combinaison, un cocktail de polluants montre des risques toxicologiques plus importants que l'additivité des risques, ou nous avons des antagonismes ou des effets toxicologiques d'un cocktail de polluants est moins important que l'additivité. Si on ne sait pas exactement, on prend en compte l'additivité des risques, mais uniquement pour les mêmes cibles toxicologiques qu'on appelle pour le même MOA, mode of action, c'est-à-dire qu'on va additionner des risques uniquement pour les mêmes effets et cibles toxicologiques. Par exemple, on va additionner tous les risques néphrotoxiques pour le rein, hépatotoxiques pour le foie, cancérigènes, immunotoxiques, etc. Mais on ne va pas mélanger des risques, des cibles toxicologiques et des effets toxicologiques différents. Et ça donne après un risque hépatotoxique, un risque néphrotoxique, un risque cancérigène, etc. Dans l'expression des risques, on fait toujours la différence entre des risques pour les adultes et des risques pour les enfants, hein, parce que pour les enfants, des risques cancérigènes sont quelquefois plus élevés, notamment s'il s'agit de polluants qui sont en même temps cancérigènes et mutagènes. Parce que la différence entre les adultes et des enfants, c'est que les enfants sont en pleine croissance, donc avec un taux de division cellulaire beaucoup plus rapide que des adultes. Et donc, une mutation d'une cellule se transfère vers une nouvelle cellule beaucoup plus rapide, y compris si la substance est en plus cancérigène, le risque de cancer qui va avec. Par contre, les risques non cancérigènes avec seuil de dose, souvent pour les enfants, sont moins importants que pour les adultes. Les taux de risque, les valeurs limites des risques toxicologiques, par exemple pour le cancer, les risques cancérigènes ou les ICA, Individual Cancer Risk, c'est-à-dire les risques individuels de cancer,
de 10 puissance moins 5 est le même dans tous les pays industrialisés. C'est unique depuis déjà 1996, depuis cette proposé par l'OMS, c'était repris par tous les pays, donc par la Suisse et la France et l'Allemagne et toute la communauté européenne. On peut faire les calculs à l'envers en partant d'un risque tolérable de 10 puissance moins 5 de cancer ou d'un indice de risque ou de danger de hépatotoxicité de 1 pour calculer des concentrations acceptables de milieux d'exposition des aliments ou le sol ou des eaux, etc., pour cartographier des dépassements de ces valeurs pour avoir une idée quelles sont des zones à risque avec un besoin de gestion. Et c'est ce que vous voyez ici, les zones qui dépassent les concentrations, par exemple, pour les sols ou des eaux souterraines. Et ça devient des zones à besoin de gestion, comme par exemple changement d'usage ou une dépollution. Là, un exemple qui date la semaine dernière, dans le cadre d'un aménagement d'un nouveau quartier d'une ancienne zone industrielle, les évaluations des risques, ils étaient faits pour une multitude d'usages, résidentiel avec jardin individuel, résidentiel avec espace vert, jardin d'enfants, zone de loisirs et de sport, zone d'activité commerciale et tertiaire. Et là, vous voyez le dépassement pour les jardins d'enfants. Donc, la première solution à proposer ici, c'était changement d'usage. Ça veut dire que le jardin d'enfants ne devrait pas être dans cette zone-là, mais plutôt plus vers le sud où il n'y a pas ce dépassement pour ce scénario jardin d'enfants. C'était la mesure la plus simple pour assurer l'absence de risques inacceptables d'une façon transparente. Il faut dire que nos expériences montrent que des risques non cancérigènes sont beaucoup plus souvent et couramment présents que des risques cancérigènes non acceptables pour les PFAS. Parce qu'il n'y a pas tellement de PFAS qui sont cancérigènes, le PFOA il est, le PFOS il est aussi, et les concentrations sont quand même très souvent plus bas parce que ces deux substances, ils étaient déjà interdites en 2009 et l'industrie a commencé d'arrêter leur production à partir de 2006 déjà. Par contre, il existe quand même leur formation avec la biotransformation des anciennes PFAS polyfluorées. Donc, ça sont des mesures de gestion qu'on peut prendre en compte basées sur les évaluations de risques transparents. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans la gestion? Les traitements. Donc, soit on peut traiter quelque chose, en guillemets, administrativement, avec des servitudes, des limitations d'usage, etc., mais aussi avec des technologies. Et là, il y a plein de choses. Ce qui est utilisé assez couramment, c'était l'excavation de terres polluées pour la mise en décharge ou traitement thermique. Ça sont des stratégies de dépollution extrêmement coûteuses et en plus pas très compatibles avec une gestion durable de l'environnement et des émissions de CO2 si on met quelques centaines, voire des milliers de camions sur la route pour transporter un sol pollué vers un autre point où on n'a pas géré le problème, mais seulement déplacé. Donc, il faut mieux de traitements avec des destructions. Il existe des traitements in situ avec plusieurs technologies différentes. Et le plus intéressant, c'est le traitement in situ. Là, il y a la immobilisation avec le charbon actif colloïdal ou le washing, le lavage in situ avec des bioprotéines polymériques. Ça, c'est par exemple quelque chose que nous préférons. Et il existe plein de matériaux d'absorption qu'on peut utiliser aussi, par exemple après pompage des eaux souterraines et traitement après pompage. Mais l'inconvénient est aussi, il faudra un pompage au préalable qui est aussi énergivore et souvent ça ne s'arrête pas après 5, 10, voire même 20 années, vingtaine d'années. Donc il existe plein de technologies pour ce traitement, mais pour in situ, il n'y a pas tellement.
mais il y a quand même. Donc là, vous voyez une petite panoplie, une quarantaine de technologies qui existent, à savoir jusqu'aux supercritiques, etc. Et dans le monde, de plus d'entreprises de traitement qui se proposent sont en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Belgique et en États-Unis. En ce qui concerne des gaz, du sol et de l'air ambiant, il y a aussi des possibilités de solutions constructives avec des aspirations un peu comme le soil vapor extraction ou le venting sous les bâtiments ou l'équipement avec des drainages. Ça existe aussi en matelas ou en drainage qu'on peut poser tout simplement sous des fondations ou sous forme de drains autour des bâtiments existants et les ceilings, c'est-à-dire les étanchéifications avec des matériaux divers, variés. Ça, c'est à voir bâtiment par bâtiment pour protéger avec une certaine surveillance. Quelquefois, ce traitement après pompage, par exemple, nécessite de grandes moyennes que vous voyez là, par exemple. L'application du charbon actif colloïdal par injection, immobilisation, soit de la source de pollution ou pour empêcher la migration en direction des écoulements des eaux souterraines dans l'hydrogéologie du site. Ou l'injection des adsorbants pour un lavage qui remonte des PFAS et qui sont pompés dans une sorte de circuit pour une régénération des adsorbants, ici dans ce cas-là des biopolymères protéiniques. Et, avec une coopération avec une université en France, il y a le développement de nouvelles molécules qui peuvent piéger comme un tunnel de PFAS, qui sont dotés de cristaux de magnétite. Et après, une fois des PFAS sont piégés dans ces molécules, grâce aux cristaux de magnétite, on peut circuler ces solutions à travers des aimants électriques. On allume des aimants électriques et on peut sortir les PFAS pour régénérer ces biopolymères protéiniques. Dans ce cas-là, ici, c'est plutôt des bêta-cyclodextrines, ce qui était développé avec les CNRS. Et voilà des équipements constructifs de bâtiments pour éviter des expositions aux gaz dans l'air ambiant. Aspiration sous dalle, étanchéification, etc. Et avec des matelas drainants, on peut tout simplement poser sur une dalle de béton. Donc, en conclusion, il existe plus que 9000 composés PFAS. On parle même jusqu'à 12 ou 15 000. Les PFAS sont très solubles, mais aussi bioaccumulables. Les substances per- et polyfluoroalkyles sont non volatiles, à l'exception des FTOH, fluorothalonène alcool, et certaines ultra-short, le TFA fait partie. Les PFAS polyfluorés sont biotransformés en PFAS perfluorés stables. Il existe des milliers de sites pollués par les PFAS, sites de lutte contre l'incendie, sites industriels, terres agricoles, bouts de steppe, etc. Les investigations de sites et les évaluations de risques sont nécessaires. Des analyses chimiques existent principalement pour les acides perfluoroalcanes carboxyliques et les acides sulfoniques. Et les eaux souterraines sont immédiatement affectées à cause de la solubilité et les dépollutions sont difficiles mais possibles suite à une étude de faisabilité technico-économique. Et ça, c'est un peu la généralisation qu'on puisse appliquer. Donc, si on veut traiter aujourd'hui, il faut dire que tous ces traitements ont besoin absolument au préalable des études de faisabilité technico-économique pour assurer la bonne faisabilité technique et la sécurité budgétaire. Donc, toute transparence par rapport aux risques résiduels acceptables pour éviter des risques non acceptables parce qu'ils n'étaient pas vraiment bien investigués et analysés. Donc, dans le cas de questions, on peut me contacter sous mon
adresse email ou directement le secrétariat de la SFSE qui peut répondre aussi ou transmettre vos questions envers moi si vous avez besoin de clarifier certains sujets. Merci beaucoup pour votre intérêt et dans ce sens-là, pour protéger notre environnement, notre santé publique et surtout de nos enfants. Merci.